Alors après être rentré, vous avez tout le matériel français, vous avez stand de défense et là vous avez la grande allée avec tout le matériel qu'on va aller voir. Donc ça commence par du franco-français avec du Fuga qu'on connaît bien dans l'équipe. Il y en a actuellement aux États-Unis. On peut les voir régulièrement dans les meetings. Ensuite vous avez la fameuse patrouille tranchant. Rappelez-vous l'interview avec Jacques, avec Monsieur Krien. Il a eu la chance de voler avec la patrouille tranchant. Et là, vous allez avoir une multitude d'aéronefs de différentes nationalités. Donc, si vous êtes là pendant les journées grand public, c'est la grande marche à faire. Je dis bien la grande marche parce qu'il y en a pour quelques kilomètres. Donc, le plus important au Bourget, c'est vos chaussures. Et ensuite, c'est prendre une gourde. Et la gourde, c'est 75 centilitres maximum. Derrière, on va voir si vous êtes fort. On a de l'avion très réussi. Mettez-moi dans les commentaires ce que c'est. Et ici, là, ça c'est beaucoup moins connu, mais ça fait beaucoup d'aviation d'affaires, ça fait beaucoup d'évacuation sanitaire aussi. Et accessoirement, vous l'avez peut-être vu dans un film où ça fait semblant de passer de la drogue. Mais ça, c'est un autre sujet. Comme vous le savez, on parle souvent des Turcs sur la chaîne. Et là, clairement, ils n'ont pas fait semblant. Alors, ils ont un stand qui est plus petit que la dernière fois. Quoique, j'ai envie de dire quoique, et juste un peu plus... Je pense qu'en fait, il est plus petit parce que le matos est juste énorme. Et ça fait longtemps qu'on le dit, mais ils sont sur une logique de réaccélération. J'en discutais encore avec des personnes de certains grands groupes français samedi dernier. Et les Turcs impressionnent. Les Turcs impressionnent. Et pourquoi ils impressionnent? Parce qu'ils arrivent à vous sortir du matos qui peut aller au combat et qui peut remplacer en fait un avion de 4.5 génération. En tout cas sur un certain nombre de missions. Donc là, si on regarde ce Bayraktar à Kinsey, il est quand même assez bluffant. Alors là, ils l'ont chargé de chez chargé, mais avec ça, tu vas pouvoir traiter du piéton, tu vas pouvoir traiter du véhicule léger, tu peux même traiter du véhicule blindé plutôt sommaire, tu vas pouvoir aller taper du bâtiment, du bunker léger, et surtout, tu ne vas pas mettre en danger la vie de tes pilotes. Et donc, quand on dit ne pas mettre en danger la vie des pilotes, trop souvent, on croit que ça veut dire, en gros, c'est bien, on ne perd pas de personne. Mais à l'heure actuelle, avec les armées qui sont vraiment réduites comme peau de chagrin en termes de format, ce que ça veut surtout dire, c'est une capacité à remonter en volume opérationnel, en volume de dissuasion conventionnelle et en capacité militaire extrêmement rapidement. Donc, ce type de matériel peut remplacer de l'avion de combat pour certaines missions. Typiquement, tout ce que je faisais en Irak, on va pas se mentir, ce truc-là le faisait aussi bien, si ce n'est mieux. Voilà. On l'a dit. Maintenant, attention, les avions de 4.5 génération vont faire des missions que ce type d'aéronef ne peut pas faire. Mais encore une fois, il faut comprendre l'arme aérienne et la chose aérienne comme un ensemble. Et ça vient largement faire à 80% des missions qu'on fait de manière opérationnelle maintenant au combat en OPEX. Mais par rapport à un avion de 4.5 génération, ça peut faire 25 à 30% des missions sans souci. Pas mal d'hélicos. En gros, pour faire simple, tout ce qui se fait en Occident ou tout ce qui se fait par les legacy constructeurs, ils font pareil. Alors vous allez dire ils copient, oui et non, mais ils vont faire un peu la même chose. Là, c'est le fameux Bayraktar, le TB3, c'est la suite du fameux TB2. Derrière, vous avez le jet d'entraînement. À l'heure actuelle en France, on n'en propose pas. Et tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'on va remplacer notre Alpha Jet de la PAF. Donc là, vous allez... du M346, vous avez du Hurjet, enfin bref, il y a tout le matos turc qui est en train d'arriver. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que la France a vendu du Rafale en Indonésie, que récemment ils ont re-signé avec l'Indonésie une intention d'achat, et qu'apparemment, je dis bien apparemment, vous avez les Turcs qui sont en train de placer leur avion de nouvelle génération, qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves, mais qui commence déjà à s'exporter sur des marchés où d'habitude, là, c'est la France qui signe. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Sans transition, on passe de la Turquie à Pilatus. Donc Pilatus, c'est le nom d'un sommet chez les Suisses. Vous êtes sur de l'aviation d'affaires. Très connu Pilatus, que ce soit pour les petits jets, ils sont quand même pas trop gros jets, ils sont plutôt petits jets comme celui-là, ou sinon pour de la turbine. Donc il y a une sorte de concurrent d'Aer qui est français, qui est basé dans le sud-ouest. Allez, on continue. Et tout à l'heure, ce qu'on voyait, c'était le M346, et là, on a le Hurjet. Donc il y a deux stands, en fait, apparemment, pour les Turcs, parce qu'il y a des fabricants un petit peu différents. Ça, c'est le Twin Otter. Si vous avez déjà fait du parachutisme un jour, vous rêvez de sauter d'un Twin Otter. Il y a les Kazakhs qui sont meeting, les Twin Otter, ça, c'est super sympa. On arrive chez Turkish Aerospace. Donc là, ce qui est intéressant, c'est on est sur des hélicoptères de transport, on est sur l'Urkus,
qui est en gros leur PC d'entraînement. Vous avez également les Américains, ils ont le T6 Tech 102, mais vous voyez, c'est toujours la même chose. On met une grosse turbine devant, on met un équipage en tandem, l'instructeur derrière, l'élève devant. Mais vous pouvez également faire de la pistole, vous pouvez également faire de la chasse au drone si vous le souhaitez. Et puis après, derrière, ce fameux remplaçant, si on peut dire, de l'Alpha Jet, cet avion léger d'entraînement qu'on ne propose pas à l'heure actuelle malheureusement en France, et ben eux c'est le Hurjet. Comme ça vous aurez une logique de formation sur l'avion à turbine, après vous allez faire du Hurjet, après vous allez faire de l'avion de ce qu'ils vendent de la 5e génération, promis en Indonésie. Là on voit tous les officiels qui se déplacent en voiturette. On voit clairement qu'il y a une volonté d'être plus éco-friendly dans l'aérien, ce sont des voiturettes électriques. Alors Embraer qui fait de très bons avions régionaux, c'est du costaud, hein. Là on est sur de l'Embraer 195, on est vraiment sur le gros bestiau. Regardez la taille des réacteurs. Si vous n'avez qu'une seule chose à regarder sur ce salon, c'est regarder la taille des réacteurs. Ils sont de plus en plus gros. Pourquoi ils sont de plus en plus efficients? La soufflante, si vous voulez, est de plus en plus grande, ce qui permet d'être de plus en plus économe, de plus en plus efficient. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Profit Hunter. Pourquoi Profit Hunter? Parce que l'aérien, ils ne sont pas que là comme Aviation sans frontières pour faire du bien, ils sont également là pour faire tourner une industrie, un business qui fait vivre des centaines de milliers de personnes. Donc avec un Embraer 195-2, la promesse c'est que vous allez pouvoir tout simplement avoir une boîte qui fonctionne. Ce qui est pas mal, hein. Je vous rappelle que dans l'aérien, Branson il disait si tu veux finir millionnaire, il faut commencer milliardaire. Embraer, qui est donc brésilien, ne fait pas que de l'Embraer, ne fait pas que du E195, ils font également de l'avion militaire. Donc là vous voyez qu'il y a une capacité de ravitaillement en vol, c'est ce qu'on voit avec la perche. Moi je trouve que celui-là il ressemble vraiment à un dinosaure, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et regardez la taille des réacteurs. Comparez la taille des réacteurs entre le E195 et le KC390 et le Millennial, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même génération de réacteurs. Après, les moteurs militaires ont d'autres contraintes. Vous ne voulez pas non plus avoir des soufflantes trop grandes parce que si vous voulez vous poser sur des terrains peu préparés, c'est plus accidentogène et vous risquez plus d'abîmer vos moteurs. Mais vous voyez bien la différence qu'on illustrait deux générations de propulsion différentes. Allez, on continue, on va voir les Boeing. Alors on vient de quitter les Brésiliens, on arrive sur les poubelles, on lève les yeux et qu'est-ce qu'on voit? Un Dreamliner. Alors je ne sais pas si ça a été fait exprès mais c'est pas très drôle. Le Dreamliner dont on a malheureusement trop parlé ces derniers temps, qui est quand même un avion, je vous rappelle, qui pendant 14 ans n'a pas eu le moindre accident. Là forcément qui fait tout le devant de la presse, on entend beaucoup de choses. Il est urgent d'attendre le rapport préliminaire où on en saura plus. Regardez la taille de ces réacteurs. Encore une fois, un avion de ligne, c'est réfléchi un bimoteur pour pouvoir décoller avec un seul moteur si la panne arrive après V1. Donc tu accélères à une certaine vitesse. Si tu as tes deux moteurs, tu continues. Tu perds un moteur, tu peux continuer à voler et à monter. Maintenant, si tu perds tes deux moteurs, accrochez-vous bien. Dans l'histoire des bimoteurs de ligne, c'est jamais arrivé au décollage. Donc on a peut-être le premier cas qui est arrivé. Ça sera très intéressant en termes de retour d'expérience, ce qu'on pourra en apprendre. Mais à l'heure actuelle, il faut savoir dire quand on ne sait pas. Allez, donc on continue après ce magnifique Dreamliner et on va arriver vers le futur. Le futur de quoi? Le futur du travail collaboratif. Parce que à l'heure actuelle, la grande différence entre les champs de bataille aériens modernes et les champs de bataille aériens que moi j'ai pu connaître, je pense que ça va être la conscience de la situation et le partage de cette conscience de la situation. Donc là, on a un avion radar des Emiratis. Vous voyez que par rapport aux avions radars qu'on connaît avec la dalle qui tourne, ça n'a rien à voir. C'est une autre génération de radars, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus efficient également. Et accessoirement, ça vous coûte moins cher à entretenir. Donc avec ce type d'aéronef, par exemple pour les Emiratis, vous avez un avion en l'air, il peut détecter des menaces et après il va pouvoir guider et répartir les tasks, que ce soit du task air-air ou du task air-sol. Car ces radars peuvent également fonctionner sur de l'air-sol, peuvent détecter des choses, mais également, dans le cas des Émirats, il y a la mer, l'air-mer. Et d'ailleurs, si on regarde derrière, on a les Allemands avec du Typhoon. Là, on est du côté des Allemands. Et qu'est-ce que l'on a? À l'arrière, on a de l'A400M et devant, on a leur fer de lance, à savoir le Typhoon. Et quand on regarde de face, le Typhoon, si on compare à tout à l'heure, ça fait plus penser au F-15 qu'au Rafale, il faut être franc. On est sur des formes un peu germaniques, mais regardez sous les ailes, il y a du matos. Alors ils nous ont mis des missiles de croisière, ils nous ont mis un petit peu de tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne nous ont pas mis grand-chose en termes de capacité RR. Donc pourquoi
excellente question. Est-ce que ça veut dire que de ce côté-là, ils sont plus sur montrer qu'un avion de combat, c'est un vecteur qui peut taper fort? Parce que la grande différence entre un drone et un avion de chasse, c'est que le drone, à l'heure actuelle, il a des petites charges militaires. L'avion de combat, il a une grosse charge militaire et donc on n'est pas sur le même type de cible. Donc moi, j'y vois un petit peu un message caché qui est que l'avion de combat n'est pas terminé, il va être complémenté et augmenté par les drones, mais en tout cas pour ce qui est des prochaines années, les gros vecteurs de forte charge militaire, ça reste de l'avion de combat qui peut faire de la pénétration, qui peut également, comme le Typhoon, se faire sa propre place grâce à la CID, grâce à la DID, en détruisant les défenses ennemies. Si vous voulez les voir en vrai, c'est ici que ça se passe, et très impressionnante la soute de la 400M. Une petite pensée pour Tom Cruise et Mission Impossible. Mais si on traverse, regardez qui on a en face. En face, on a du matos à l'américaine très intéressant, dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le Golfe. Le fameux F-35. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas si gros que ça, hein. Quand on compare au Rafale, c'est quand même un gros bestiau, mais c'est pas si gros que ça. Et donc là, on est sur, j'ai envie de vous dire, la puissance américaine dans toute sa splendeur. F-35 avec les entrées d'air America. Du drone, on ne savait pas faire chez nous, donc on a acheté aux Américains, qu'on a actuellement dans l'armée de l'air et de l'espace. Et derrière, le Legacy Fighter, le F-15. Et quand on compare un F-15 au F-35, on voit que c'est pas du tout la même génération. Le plus intéressant, c'est les entrées d'air. Sur F-15, elles sont gigantesques. Sur F-35, vous voyez que les entrées d'air sont quand même assez petites. Pourquoi? Eh bien, à cause de la SER, la surface équivalente radar. Donc ça, c'est un avion qui est vendu comme étant furtif, face à une certaine longueur d'onde, hein, principalement la X-ray, et pas forcément contre toutes, mais la plupart des systèmes qui vont essayer de la battre travaillent en X-ray. Là, le F-15, on est sur une logique complètement différente. Et ce qui fait vraiment le mythe du F-15, c'est regarder sa hauteur. On a vraiment l'impression que c'est haut perché, un petit peu comme les 767 à l'époque. Mais vous êtes vraiment sur la hauteur. Ils ont décidé de nous le montrer avec un pod. Donc, vous voyez en dessous, il y a un pod de désignation laser, qui va servir à désigner des cibles. Normalement à la base c'est air-sol, mais qui peuvent également fonctionner maintenant en RR, voire même, on en a parlé sur la chaîne, guider des roquettes laser qui peuvent fonctionner contre des drones. Donc avec ce genre de bestiaux, là on n'est pas du tout sur le même gabarit qu'un Rafale, on est beaucoup plus haut. Regardez les entrées d'air, elles sont absolument monstrueuses. Vous doutez bien que vous êtes un radar, vous détectez ça de très loin. Et accessoirement, il ne faut pas se faire aspirer. Et les Américains représentent assez bien, je trouve, l'Amérique avec la casquette, le coca et il est 10h45 du mat. Et le jet lag est dans l'autre sens, hein, qu'ils ne nous sortent pas que... Ensuite, là, on a du C-130. Le C-130, c'est du grand classique. On voit qu'on est vraiment sur du truc d'ancienne génération, il ne faut pas se mentir. Là, ils ne nous ont pas ramené ce qui est de plus neuf, hein. On va dire que leur display, il ne casse pas trois pattes à un canard, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Leur C-130, c'est Kentucky Air Guard, ils nous ont sorti ce qui traînait, la garde nationale du Kentucky qui normalement s'occupe de récupérer le Bourbon, je rigole. Hein. Et là vous voyez du CH-47, donc point intéressant sur les hélicoptères. En France on a de l'hélicoptère plutôt moyen, on n'a pas d'hélico lourd. Et le gros souci des hélicos lourds, et ils l'ont malheureusement compris en Afghanistan avec de l'air chaud, avec de l'altitude, vous prenez un RPG là-dedans, vous perdez énormément de personnel. Et les plus grosses pertes de forces spéciales américaines, c'est arrivé principalement lors de transit, lors d'arrivée, lors de dépose avec ce type d'hélico, qui, quand on le voit en photo, on a toujours l'impression qu'il est gigantesque. Là, on est sur un F. Alors, c'est gros, hein, ça fait 24... En gros, ça fait la masse d'un Rafale au max au décollage, c'est la même chose. On va changer de côté, arrêter le contre-jour. Là, vous avez le Canada avec son CASA en version SAR. SAR, c'est Search and Rescue pour sauver les gens qui tombent dans l'eau. Et là, eh bien, vous avez Emirates qui est présent. Donc quand même, on a l'Arabie Saoudite, on a les Émiratis, une grosse présence du Middle East, hein, comme toujours. Et le nerf de la guerre, vous le savez, on en a encore parlé pour Israël, c'est le pétrole, le ravitaillement. Et là, on a du KC-46, donc le Pegasus. Moi, j'ai jamais ravitaillé sur KC-46. C'est en gros la nouvelle génération de ravitailleurs pour les Américains. On est sur une masse max au décollage de 190 tonnes à peu près. Et accrochez-vous bien, vous mettez 100 tonnes de pétrole dedans. Donc une patrouille de Rafale, deux Rafales qui font de l'air-sol. Ils vont venir récupérer, on va dire, 6-7 tonnes chacun, donc 14 tonnes. Donc vous voyez, ça peut ravitailler 3-4 fois
4-5 fois, ça dépend exactement de ce que vous faites, des avions de combat. Donc il faut énormément de tankers. Et là on est lundi 10h47, dans la nuit, les Américains ont envoyé plus d'une vingtaine de tankers vers le Moyen-Orient. Pour l'instant on ne sait pas pourquoi, mais sans tankers, vous ne faites rien. Pas de tankers, pas de guerre, ça c'est sûr. Si on continue, on a le Black Hawk dont on a malheureusement beaucoup entendu parler ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a percuté justement et qui a fait tous les morts à Washington il y a maintenant 6 mois. Hélicoptère absolument mythique, mais néanmoins hélicoptère qui, si un jour doit aller faire une guerre de haute intensité, sait qu'il va rentrer dans la zone d'engagement de l'adversaire et connaîtra des pertes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions à l'heure actuelle sur l'utilisation des hélicoptères. Derrière, on a un P-8 Poseidon. Donc le P-8, c'est quoi? C'est le 737 avec des CFM56 qu'ils ont repris la cellule pour en faire un avion de surveillance et de patrouille maritime. Capacité à tirer de l'armement, capacité à envoyer également des sondes pour essayer de traquer les sous-marins. Ça s'est pas mal vendu à l'export. Et ici, vous avez derrière, vous vous rappelez peut-être des images de la débâcle en Afghanistan à Kaboul. C'était ça, on voyait les gens qui essayaient de s'accrocher. C'est toujours impressionnant de les voir en vrai. Et donc s'il y a une chose à faire, c'est venez ici, venez voir ces avions. Et accessoirement, je vous disais, grosse présence du Middle East. On a l'avion qui a ramené l'équipe du PSG après qu'ils aient gagné leur match de foot. Là. Je ne suis pas spécialiste du foot, désolé. Et donc ils sont venus exposer l'avion. Donc si vous voulez voir l'avion des champions, eh bien c'est pas par hasard s'il est là. Donc au final, vous avez du Riyad, vous avez du Qatar, vous avez également les Émirats. Vous voyez clairement qu'il y a toujours cette grosse présence. Bon, on a sur la ligne quand même, on a un bon tiers qui est rempli par les Américains. Donc ça vous permet de voir en vrai, presque de toucher, il y aura des visites possibles, de toucher tous ces avions-là, tout ce qu'on voit toute la journée sur Internet, de se rendre compte de la masse, de la taille et des tailles en comparaison. Et s'il y a un truc à comparer, vous me comparez les entrées d'air du F-35, le profil de face du F-35, avec le profil de face du F-15. Et vous allez voir pourquoi on parle de discrétion et comment ça fonctionne. De ce côté-là, vous allez avoir tous les chalets, les démos et de l'hélicoptère français Airbus. On ira peut-être les voir à l'occasion pour en parler de tout ça. Au final, on a essayé de vous faire profiter un petit peu de tout ce qu'il y avait à voir à l'extérieur. J'espère que tous ces avions vont rester là pour les journées grand public. Je ne peux pas vous le signer. Néanmoins, au vu des choix qui ont été faits, notamment des avions de la garde nationale, j'ai envie de vous dire, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Ce qu'on retient pour les Américains, F-35, Reaper, F-15 alignés, on ne voit aucun avion de l'aéronavale, hormis le F-35, mais ce n'est pas dans la bonne version. Le F-35, je vous rappelle qu'il y a le A, B, C, Airfield, Boat, vertical, C, Carrier. Là, on est sur du A depuis Airfield, c'est la version armée de l'air. Et une présence qui est, on va dire, qui est classique, mais rien de nouveau, rien d'extraordinaire. Là, on n'a pas vu de choses particulières. Pour ce qui est du reste, on va aller voir s'il y a des nouveautés. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toute la partie un petit peu chasseur de drones. Mais on se retrouve très vite pour discuter de tout ça sur la chaîne. Et l'autre point qui nous intéresse, c'est l'IA. On en a pas mal parlé sur la chaîne ces derniers temps, on va en parler de plus en plus parce que ça va complètement révolutionner pas mal de problématiques. Et si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années, on a des gros problèmes en termes de capacité de remonter en puissance RH dans les armées. L'IA peut en partie nous aider à compenser ces problèmes, on en parlera. Allez, fly safe et bon salon. 3000 years later. Et voilà, après une dure journée au Bourget, alors je ne vous cache pas, anticiper les départs, on a mis 2h30 pour partir du Bourget ce lundi et réussir à arriver ici dans le centre de Paris. Et ce qui est super intéressant, c'est quoi? Eh bien, c'est que pour la première réception chez l'ambassadeur, je vais vous livrer un secret, il n'y avait pas de Ferrero.